Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. On est là pour libérer l'esprit et bien entendu amener plus de profit aux entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Agnorte, espagnol, hein? C'est espagnol. J'ai bien hâte que vous entendiez son accent. Ça va vous tromper par contre. Euh, de QDS International. Donc, merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Catherine, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être là. Donc, Guillaume, j'aimerais que tu m'expliques un peu, tu me permets de te tutoyer? Bien sûr. De ton parcours, un peu ton histoire comme entrepreneur et que tu nous présentes, bien entendu, ta compagnie aujourd'hui. Ouais. Ben, moi, je suis arrivé non pas d'Espagne, mais de France, avec des origines espagnoles, mais en mars 95, donc ça remonte maintenant à quelques années, presque 30 ans, pour travailler dans un groupe de presse qui s'appelait Communication Voir, qui éditait les journaux Voir et Hour, que beaucoup de monde connaissent, en tout cas de ma génération. Et donc, c'était une opportunité formidable pour moi, arriver en ce territoire de Nord-Amérique francophone, de pouvoir travailler dans un milieu qui me passionnait, qui était donc les entreprises de presse. Et très vite, en fait, quelques mois après que je sois arrivé dans l'entreprise, Pierre Paquet, qui était le propriétaire, l'éditeur avec qui je travaillais, me propose de développer avec l'équipe toute la portion multimédia du journal. Donc, en 96, on est au début d'Internet, au tout début d'Internet. On parle évidemment pas de haute vitesse, mais je vois là une opportunité formidable d'investir un nouveau terrain de jeu que personne ne connaissait. Moi d'ailleurs, lorsque j'ai accepté ce poste-là, je dois avouer bien candidement que je n'avais jamais été sur un poste sur Internet, même si on travaillait déjà avec des ordinateurs. Alors, je me suis lancé dans l'aventure et c'est ce qui a guidé, je dirais, la plus grande partie de mes années d'entrepreneur jusqu'à maintenant, mais de travailler dans l'industrie des médias numériques. Donc, après un parcours chez Voir, j'étais chez Public Technologies Multimédia, un des premiers fleurons des entreprises numériques au Québec, qui avait été lancé par Louise Gay. J'étais plus particulièrement attaché à la filière grand public, donc comme producteur, développement de CD-ROM vidéo-éducatif pour enfants. On parlait de CD-ROM à l'époque, il faut voir si Internet n'était pas encore rendu partout. Après, j'ai bifurqué vers tout ce qui était Web TV, début des années 2000. Donc là encore, très innovant. On travaillait pour un petit groupe de personnes, puisque là, c'était les premières années du haut débit. On essayait d'imaginer une nouvelle forme d'expression, diffusion de contenu numérique par la vidéo. Donc, j'ai travaillé pour un spin-off de Pixcom, qui est un gros producteur télé canadien Mhm. et québécois, qui s'appelait une Pix Media. Et puis, jusqu'à un point où j'étais prêt à... désolé, un petit appel qui est monté. J'étais prêt à me lancer en affaires. J'avais envie, moi, d'y apporter ma propre vision et de me donner les moyens de créer un projet qui me ressemble. Et donc, avec un ancien collègue de PTM, Pierre Leland, on a créé, cofondé Tribal Nova en 2004, une entreprise qui s'est très vite spécialisée dans les contenus numériques jeunesse, vidéo-éducatifs, de divertissement. Notre cible était des 3 à 12 ans. Et on a développé toute une série de produits qui étaient d'abord évidemment disponibles sur ordinateur, des portails de jeux vidéo sur demande avec des modèles payants. On travaille avec beaucoup de partenaires à la fois en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, aux États-Unis. Et on avait acquis en fait des droits sur des licences jeunesse très connues, ce qui nous permettait d'offrir des produits très attirants pour la clientèle. Et de là est arrivé un nouveau bouleversement, l'arrivée des plateformes intelligentes, téléphones intelligents, tablettes. Et comme je me souviens, puis je pense que c'est un élément qui aura beaucoup influencé ma carrière, mais quand les téléphones intelligents sont arrivés, les premiers téléphones, les premiers iPhones, on s'est dit que jamais les parents laisseraient ces objets-là coûteux entre les mains de leurs enfants. Puis très vite, on s'est rendu compte que c'était bien le contraire. Alors, on a adapté évidemment le modèle d'affaires de l'entreprise pour se positionner. Et puis, ça nous a permis de créer, de prendre valeur ajoutée sur les projets qu'on développait avec des modèles d'affaires basés sur l'édition, donc la génération de revenus par la vente d'applications ou la vente d'abonnements. Tant et si bien qu'en 2013, on a été approché par un des plus gros éditeurs américains dans le milieu scolaire, HMH,
qui, à l'époque, voulait opérer un très gros virage vers les technologies et donc chercher des acquisitions pour se positionner dans le secteur numérique, produits éducatifs, produits jeunesse. Et puis, on était, j'ai envie de dire, une cible parfaite. On a pensé à l'époque que ça serait une belle idée. On avait déjà 10 ans d'historique. Et puis, on voyait que pour aller plus loin, compte tenu de la compétition internationale, compte tenu de là aussi, on voulait amener l'entreprise de sa côté ou de rentrer dans un très gros groupe, puisqu'on parle d'un groupe qui faisait 1,5 milliard de chiffre d'affaires à l'époque. C'était bon pour l'entreprise, bon pour les employés. Donc, on a assuré l'intégration dans ce groupe-là. Et puis après, moi, j'ai quitté et je suis allé plus quelques années en accompagnement stratégique d'entreprise en croissance. Donc, des entreprises qui pouvaient chercher une expertise que j'avais eue comme entrepreneur parce que, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais évidemment, comme toute bonne entreprise, on passe à travers des phases incroyables de succès, d'échecs. On passe à côté de la faillite. On avait fait 4 rondes de financement auprès de banquiers institutionnels, de capital privé. Donc, ça nous a quand même pas mal formés à plusieurs configurations possibles d'entreprise. Alors, pendant quelques années, j'ai apporté ça à des entrepreneurs. J'ai travaillé à Québec avec Frima Studio. J'ai travaillé à Montréal avec LBL. J'ai aussi travaillé avec la piscine beaucoup pour accompagner des entrepreneurs dans le secteur développement de leur entreprise et la gestion des défis de croissance. Jusqu'à 2 ans avant la pandémie, où j'ai eu le plaisir de rencontrer le vice-président de développement stratégique au partenariat du quartier des spectacles. Donc, le quartier des spectacles, ce très beau territoire culturel d'1 km² à Montréal qui concentre une grande partie des activités artistiques, culturelles, lieux de diffusion, grands festivals, qui est opéré par un partenariat, par une organisation à but non lucratif. Et il m'a proposé de réfléchir avec eux sur le modèle de développement international. Et ce qui m'a beaucoup séduit à ce moment-là, c'est que je pense que j'avais fait pas mal le tour des écrans depuis 96. J'avais envie de retrouver le contact avec la réalité physique, avec, je dirais, le vrai monde. Et puis, donc, quartier spectacle, le projet, c'était vraiment de réfléchir à des modèles appliqués sur la distribution d'installations artistiques pour l'espace public et de voir comment ce modèle de distribution à l'international pouvait générer des revenus suffisants pour réinjecter, développer d'autres projets et créer des liens aussi avec d'autres villes, d'autres quartiers culturels, d'autres festivals. On a travaillé sur le modèle. Évidemment, la pandémie est arrivée. On reviendra là-dessus, j'imagine, sur l'impact que ça a pu avoir, qui a été positif dans notre cas. Tant et si bien que donc, après la pandémie, on a décidé de créer cette nouvelle entité qui s'appelle QDS International, pour Quartier des Spectacles International, qui est affiliée au partenariat du Quartier des Spectacles et qui est sous le même modèle juridique, c'est-à-dire une organisation à but non lucratif. Alors, pour la première fois, je me retrouvais dirigeant non pas d'une entreprise privée, d'une Inc., mais d'une OBNL, mais que je gère de la même manière avec un projet, un propos un peu différent, puisque c'est pas tant des actionnaires investisseurs qu'on tente de satisfaire, plutôt que d'un marché qu'on essaye de structurer. Wow, quelle belle histoire, beau parcours. Puis, comme tu l'as dit, tu as bâti ta carrière, puis avec ce défi-là, tout était aligné pour que tu puisses avoir, oui, un défi, mais en même temps, utiliser toutes tes connaissances, ton bagage, ton expertise, ton expérience pour les amener et les challenger, j'imagine, depuis quoi, 4 ans maintenant? 5 ans? Ouais, 4-5 ans, entre le moment où on a réfléchi au projet puis on a mis en place. Puis je pense que c'est un élément assez caractéristique en fait de mon profil d'entrepreneur. J'ai toujours été attiré par les défis, par les projets d'innovation dans des contextes où les modèles n'étaient pas forcément établis. C'est ce que j'ai fait évidemment quand on a une carrière dans le numérique qui remonte à 96. On est toujours confronté à des modèles qui n'existent pas ou à définir. Qu'il faut, alors je m'ennuie vite. Ça c'est une autre caractéristique. Je m'ennuie vite dans des modèles trop établis. Alors j'aime ça, pousser des projets, des idées, les mettre en place et après, une fois que d'autres personnes peuvent prendre la gestion de ces projets-là, je suis bien content, mais jusqu'à temps que ça arrive, on est présent puis on s'assure de trouver notre point d'équilibre et notre profitabilité. Tantôt, tu as parlé justement de la pandémie dans tout ça, puis à travers les 5 dernières années, assurément que tu étais en plein dans le cœur. Quel impact ça l'a apporté dans ta structure, dans tes idées? Parce que clairement, le modèle, avant la pandémie, pendant et après, a dû évoluer. Donc, peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé, puis comment ça peut se transposer avec ton exemple de projet
dans les autres entreprises, puis comment qu'on peut maintenant aujourd'hui aussi apprendre, parce qu'on s'en va dans une autre ère là, avec la Oui, situation bien pandémique sûr. actuelle. Ben, si je mets de côté l'effet social, évidemment, sur la santé du monde de la pandémie, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est un autre débat. Moi, je le vois comme un élément disruptif dans un monde où sont arrivés des Uber, des Airbnb, sont arrivés des modèles auxquels on ne s'attendait pas et qui viennent bouleverser, évidemment, la manière dont on pense opérer nos activités. Et à un moment donné, un événement exogène, c'était le cas de la pandémie. Ce que ça a provoqué pour nous, c'est que ça a eu un effet plutôt positif. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fallu passer par-dessus des enjeux significatifs, et je vais les expliquer, mais ça a eu un effet très positif, qui est d'avoir remis l'espace public au cœur de la préoccupation des gouvernements et des gestionnaires de villes et d'espaces urbains. Pourquoi? Parce que après la pandémie, d'abord, pendant la pandémie, évidemment, tous les lieux intérieurs étaient fermés. Il fallait quand même trouver un moyen d'animer l'espace. Et la ville de Montréal a été extrêmement active et dynamique pour proposer du placemaking, faire en sorte que les gens puissent quand même sortir dans un espace extérieur, donc moins contaminant. Et c'est exactement le propos de QDS International, qui est de proposer d'animer des espaces publics avec des œuvres artistiques extérieures. Donc déjà, on a vu qu'il y avait un regard. Puis ensuite, ce que ça a provoqué sur un terme un peu plus long, c'est qu'avec le départ, le mode de travail hybride, le départ des employés, le départ des résidents des centres-villes, et cette volonté que les villes ont partout dans le monde de ramener les gens dans les centres urbains, eh bien, on s'est rendu compte que pour les ramener, il fallait proposer une autre expérience. Pour justifier le fait que des travailleurs prennent leur auto, les transports en commun ou leur vélo, peu importe, pour revenir travailler au centre-ville, alors qu'ils avaient découvert le confort du travail à la maison, mais il faut travailler sur des expériences. Et là encore, le projet qu'on avait à proposer, QDS International, par les installations, entre totalement dans ce besoin-là d'animer et de faire en sorte que si je viens travailler au centre de ville de Montréal, comme dans d'autres centres-villes, je viens aussi y trouver un plaisir que j'ai peut-être pas en restant dans mon quartier en périphérie, par exemple, ou en région, peu importe. Alors, ça a été des éléments qui sont venus, je pense, renforcer l'intérêt pour la proposition qu'on avait à faire et la rendre encore plus pertinente par rapport à un milieu qui était aussi en redéfinition. Est-ce que ça a donné des résultats? Est-ce que, mettons que si on regarde aujourd'hui avec le plan, la ville, le mandat que vous avez mis en place, est-ce que vous êtes satisfait de ce que ça l'a amené comme, Alors, oui, alors c'est sûr que nous, moi je me considère encore en start-up dans le modèle qu'on a de développement de projet, mais là où on voit les premiers résultats tangibles, c'est que on a pu développer des projets originaux avec d'autres villes et d'autres gestionnaires des quartiers culturels. Les projets dont je parle sont ces fameuses installations que vous connaissez peut-être devant l'immunothérapie, les bascules lumineuses, les grands dominos, les prismes de lumière bon, qui occupent l'espace et qui étaient vraiment une signature très montréalaise. Hein. On avait peu de projets comme ça, à part des œuvres, évidemment, des œuvres d'art contemporaines ou en milieu urbain, mais des projets qui invitaient la participation à un grand déploiement du public, on en avait peu. Et là, avec la pandémie, le souci des villes de créer des projets innovants et originaux, ben, le premier succès, c'est qu'on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus d'investissement que les villes étaient prêtes à faire dans ce contexte-là. L'autre, il y a quand même des effets négatifs. Là, ça serait trop facile qu'il n'y ait que des effets positifs. Mais évidemment, l'inflation, le coût des transports, les enjeux de circulation humaine qu'on a vécu pendant la pandémie et aujourd'hui, le coût des matériaux et aussi, je dirais, les capacités de payer des villes qui quand même a été aussi altérée par 3 années extrêmement difficiles. Puis aujourd'hui, il faut retrouver ses marques. Nous force quand même d'un côté à revoir aussi nos modèles d'affaires et nos modèles de distribution pour être plus, je dirais, synchronisé avec l'arrêté du marché. Donc, il faut quand même aussi revoir, donc on travaille plus sur des modèles de tournée, par exemple. Avant, on faisait, l'œuvre partait de Montréal, allait à Chicago, aller à New York ou à Ottawa, revenir à Montréal. Aujourd'hui, on essaie plus de penser, OK, si on envoie une œuvre dans
dans un autre territoire, ben, on va lui faire plusieurs vies parce qu'on sait que les coûts de transport sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient avant la pandémie, par exemple. Donc, il y a tout un remaniement. Et je pense que pour répondre à la deuxième partie de la question, pour les entreprises, que ce soit les modèles liés aux espaces de travail, on avait les entreprises réduire leur empreinte immobilière de façon très significative parce que ben, tout le monde n'est plus là en même temps. Mais je pense que ça redéfinit pour moi beaucoup, à la fois dans le travail et dans les loisirs et dans les modes de vie, les relations interpersonnelles, parce qu'on se rend compte que les gens sont beaucoup derrière leurs écrans. On voit aussi aujourd'hui les effets néfastes d'être trop derrière l'écran, que ce soit des étudiants ou des jeunes élèves à l'école, etc. Et donc, je pense qu'on amène aussi, on redéfinit probablement le modèle d'interaction. Et ça, ce modèle d'interaction-là, ben, il vaut pour nous, mais il vaut pour les entreprises qui offrent du voyage, du récréo touristique, qui proposent de l'aménagement de bureaux, etc. Donc, je pense qu'il y a une vraie révision. Puis c'est ça qui est intéressant dans ces événements-là, si je puis dire, c'est que ben, ils sont disruptifs, donc ils nous forcent à repenser. Mm. Mais je pense que c'est ça. Je dis toujours, moi, en anglais, il y a plusieurs expressions, tu sais, breakthrough, breakout. Avec chaque coupure, ça nous amène soit un effondrement ou soit un tremplin. Parce qu'on n'a pas le choix de se réinventer, on n'a pas le choix de repenser, on n'a pas le choix des fois d'arrêter puis de faire les choses autrement. Puis c'est là que, moi je dis souvent, la magie opère, puis surtout dans le domaine de l'innovation comme vous, tu sais, là, dans le domaine culturel aujourd'hui. Mais si vous étiez assis, puis vous avez entendu, ah ben je vais attendre que Internet soit dans toutes les maisons avant de. Puis si, ah ben non, les tablettes, voyons donc. Tu sais, si vous aviez gardé cette philosophie-là, ben vous n'auriez jamais innové, vous n'auriez jamais dépasser vos limites puis amener vos entreprises plus loin. Puis aujourd'hui, c'est ce que vous faites. T'sais, vous innovez par, oui, il y a une accélération avec la situation puis la conjoncture économique. Il y a une décélération aussi pour les mêmes raisons, mais en même temps, ça va vous permettre probablement, quand on est en mode solution puis en mode créateur, de peut-être sortir d'autres idées dans votre modèle d'affaires puis vous amener à expander Oui, d'une autre façon. puis ça, c'est une force, je pense, de notre industrie créative au sens large. Au Québec, on a des entreprises qui ont cette capacité de réfléchir, de penser différemment. On le voit bien dans les médias, il y a des enjeux qui sont faramineux et qui nous forcent à revoir les modèles. Et la problématique, c'est quand on a des structures qui sont trop enchâssées dans des modèles historiques, la difficulté de faire bouger les lignes. Donc, je pense que l'innovation qui vient des plus petites entreprises permet aussi d'amener d'autres façons de concevoir nos métiers, nos projets et des modèles qu'on pensait inébranlables. Et des événements comme cela accélèrent d'autant plus la réalité des choses. Fait que je pense que le constat que vous amenez, c'est bien, dans le sens que quand on est plus petit, on est plus agile. Oui, Donc, souvent, c'est oui, les petites compagnies qui vont pousser. Puis j'ai collaboré avec plusieurs compagnies, j'ai fait des entrevues aussi beaucoup en technologie et on voit que c'est ça. Ils veulent faire des changements, ils veulent avoir un impact, ils font bouger des choses. Puis là, des fois, comme vous, c'est arrivé, le plus gros arrive, puis il achète. Fait que ça, c'est le success story pour une start-up, surtout dans le domaine technologique, innovation. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Fait que là, j'aimerais vous entendre dans votre parcours d'entrepreneur. Vous avez vécu des montagnes russes comme tous les entrepreneurs puis les gestionnaires. Ça serait quoi vos plus grands apprentissages dans tout ça? Parce que je sais qu'il y en a eu sûrement plusieurs, mais aujourd'hui, pour les gens qui écoutent, les conseils que vous pourriez donner à travers tous ces hauts, ces bas-là, les apprentissages que vous avez faits, puis que vous pourriez nous partager. ben, je pense d'abord, c'est de savoir garder le cap, c'est-à-dire d'être en mesure de viser un point, puis de se dire qu'on va vivre un certain nombre d'événements qu'on ne contrôle pas et qu'on ne contrôlera pas. Mais comment, si je garde ce cap-là, je suis capable de me rendre à destination. Je suis capable de trouver des façons, en étant toujours très opportuniste, parce que je pense qu'il faut être extrêmement opportuniste. Opportuniste, ça ne veut pas dire d'être décousu ou défocusé, ça veut dire simplement trouver les façons de se rendre jusqu'à la destination qu'on a. Garder le cap, moi, c'est déjà la première chose, et puis je l'ai appris moi-même, mais je l'apprends des entrepreneurs ou des entrepreneuses que j'ai accompagnés, où j'ai vu des fois entrepreneurs et entrepreneuses dire, ben, malgré tout, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça, puis on va continuer dans cette direction-là. Autre élément, je pense qu'il faut accepter qu'on ne contrôle pas tout dans des événements qui sont ceux qu'on subit. Euh,
et même les plus grands qui pensent tout contrôler, on le voit tous les jours dans des grandes entreprises, finissent par en payer un lourd tribut. C'est une chimère de penser qu'on contrôle tout. Donc, d'être capable aussi de laisser aller ce qu'on ne contrôle pas et de se laisser même des fois un peu remuer par ce qui peut arriver dans ces événements-là, que ce soit le contact avec d'autres actionnaires, le contact avec une réalité de marché. Il faut se laisser un peu, comme quand on vit des turbulences en avion, il faut se laisser secouer. Et Ouais. puis, je pense après, c'est une forme d'écoute. Je crois qu'il faut être très à l'écoute. Aujourd'hui, on est dans une société où la valeur est la valeur humaine, je pense, plus que tout autre type de valeur. Donc, la capacité d'écoute de ses propres employés, des personnes qui travaillent à côté de soi, des personnes qui nous accompagnent, des personnes extérieures. Il n'y a pas de mauvais moment pour aller chercher de l'aide et un coach ou euh, un ami qui peut nous donner un peu de recul. Et je pense que ça aussi, ça fait extrêmement du bien dans les parcours, moi, que j'ai eu quand j'ai eu à accompagner des entreprises. Je me suis rendu compte que on en sait en fait souvent bien moins qu'eux sur leur business, sur la façon de la conduire, mais on est un soundboard externe, on a une capacité de forcer la réflexion, de forcer le challenge et de faire en sorte que on fait voir des points de vue différents. Donc, je pense que comme entrepreneur, il faut être extrêmement ouvert à ça. C'est pas parce que la personne qu'on a en face de nous ne comprend pas notre modèle d'affaires. De toute façon, il n'est pas là pour travailler à notre place, il est là pour nous aider. Donc, je pense que garder le cap, être capable d'en prendre et de se faire secouer un peu, puis d'écouter ce qu'on a de nous dire à l'extérieur, je pense que c'est des choses assez importantes. Après, il y a pas de recette. Je pense que des fois, on tombe, on se relève pas, mais quand on se relève, on avance. Merci. Et je tiens à me souligner que ce segment n'était pas commandité. Alors, merci pour... Mais j'ai eu le plaisir de faire un peu comme toi, alors je sais ce que c'est, ouais, est-ce qu'on peut apporter dans ce contexte-là. exactement. Merci beaucoup pour ce commentaire-là. Puis je pense que c'est bien synthétisé, tu sais, de garder le cap. Souvent, on veut tellement amener des résultats comme visionnaire d'entreprise. On est beaucoup dans l'action, puis on est un peu impatient. Donc, on va prendre action. Ah, ça marche pas. On a peut-être été à 75% de cette stratégie-là, puis on n'a pas été au fond, puis peut-être que le 25% nous a ramené le résultat qu'on escomptait. Donc, moi, je dis souvent, en effet, de garder le cap, ce que vous dites, puis je le dis pour moi, vous me parlez bien aujourd'hui parce que je suis quelqu'un qui veut aller vite, qui veut des résultats, qui veut changer, qui va innover, qui va amener des nouvelles idées, mais assurément, avec le cap, on ne se trompe pas. Oui, puis si des entrepreneurs ont l'occasion, j'ai une petite passion qui est piloter des avions, mais ça pourrait être aussi naviguer sur des bateaux. Il y a toujours un effet quand on pose un geste, il y a un petit peu un effet de longue traîne, il y a des répercussions qui vont déjà un petit peu plus loin, ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que un geste qu'on pose c'est pas tout de suite un changement de direction. Donc, il faut être capable de poser un geste, puis laisser aussi un petit peu aller, voir comment ce geste se traduit, puis se répercute parce que souvent, il y a une répercussion qui n'est pas immédiate. Et c'est ce que j'ai tout à l'heure, de se laisser un peu secouer, c'est aussi de se dire, bon, ben, je pose un geste, on va voir un peu comment ça évolue, puis je vais amener des correctifs, mais pas penser que le geste qu'on pose peut tout de suite résoudre toute la problématique. Excellent. Ouais, tout à fait. Dans notre cheminement de carrière, des fois, oui, on a des projets, puis vous l'avez dit, des fois, vous avez besoin de défis, vous aimez ça que ça bouge, l'innovation. Qu'est-ce qui fait que vous restez motivé, que vous vous reconnectez? Est-ce que vous avez des moyens de rester inspiré? Parce que ça peut être deux choses, c'est la motivation, l'inspiration, mais j'aimerais savoir, vous, tu sais, comment vous faites pour rester connecté, rester motivé? Ben, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je m'ennuie vite. C'est pour ça que je ne pense pas que je suis un très bon gestionnaire, parce que je m'ennuie vite. Et quand je m'ennuie, c'est parce que je suis dans un contexte trop routinier. Alors, ce qui me motive, qui me reste intéressé, c'est, je dirais, ces deux choses. C'est un, d'être constamment challengé et d'être constamment en train de réfléchir à de nouvelles opportunités et de nouvelles façons de développer des projets. Et donc, j'aime beaucoup la capacité, à un moment donné, quand le projet est bien lancé, bien sécurisé, de pouvoir dire, OK, qu'est-ce que je fais ailleurs ou qu'est-ce que je fais dans la continuité, mais certainement pas rester coincé, entre guillemets, mais rester dans le contexte du projet lui-même. Donc ça m'appartient. Il y a des très bons gestionnaires par ailleurs qui ont beaucoup de plaisir à gérer
de l'humain sur une base régulière, etc., puis à peaufiner la formule. Moi, je suis assez, je vais vite, on voit ça carré, puis j'ai toujours eu des équipes autour de moi qui étaient beaucoup plus rigoureuses, j'ai envie de dire, que moi sur certains aspects. Donc, je suis motivé par le défi constant, par la recherche de nouvelles opportunités. Puis, je dirais aussi par la rétroaction. Je trouve que, surtout dans le milieu dans lequel je suis, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais parce que je pense qu'on a un impact important dans le milieu de la créativité au Québec par la distribution de projets qui sont assez innovateurs, par l'ouverture de nouvelles routes de marché et de contacts, puis d'avoir le sentiment de contribuer au-delà de ce que je peux faire dans mon quotidien, de contribuer et de faire en sorte que d'autres entreprises en profitent et le ressentent et l'expriment. Ça aussi, c'est une grosse motivation. Puis, je vais te dire, c'est sûr, quand j'ai vendu ma compagnie, j'étais content de l'opération financière. Ouais. Mais à la fin de la journée, je pense que et au bout de quelques semaines, de quelques mois, on est beaucoup plus fiers de ce qu'on a laissé comme trace et des trajectoires humaines qu'on a changées et qu'on a amenées ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ben, cette expérience-là, parce que si je parle d'entreprise, les gens s'en souviennent plus, on est passé à autre chose, mais moi, je sais que les personnes qui ont travaillé avec nous, avec qui j'ai encore des contacts, ben, on a été importants comme des entreprises comme Communication Voix, quand j'ai travaillé là, m'a donné une direction et que j'ai prise ensuite. Donc ça aussi, c'est des éléments pour moi qui sont très, très importants et très forts dans la capacité de motiver. Se motiver J'adore, par l'argent, c'est très j'adore ça. J'adore ça parce que vous faites le message que oui, la transaction financière, moi, je la résume assez à ma façon, mais la transaction financière, oui, elle vous a satisfait parce que vous avez laissé une trace, mais ce qui a laissé le plus grande trace, le mot que j'ai retenu, c'est la trajectoire humaine, puis de Oui, impacter des gens. Puis je pense que dans une carrière, on a besoin de passer toutes les étapes pour se rendre là, de dire, OK, je travaille sur faire des choses, j'accomplis des choses moi-même, je suis fière pour moi-même, mais après, quand on impacte des gens, puis que ces gens-là amènent les choses à un autre niveau, ben on se dit, c'est multiplicateur parce qu'au lieu de travailler juste sur un projet, on travaille sur des gens qui vont amener des projets plus loin. Donc, je peux comprendre. Puis moi, je pense que autant dans un rôle de gestionnaire que dans un rôle de coach ou d'entrepreneur, on peut tous contribuer à améliorer l'humain. absolument. Puis Ça, c'est clair. Ça, la c'est une valeur, donnée, c'est la valeur de l'année, je pense. c'est une donnée transversale. C'est pour ça que je pense que être un bon gestionnaire, ça peut avoir un effet formidable aussi sur les gens. On les forme, on les amène, on peut devenir des mentors. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là voilà, qui est très important. Excellent. On s'en va vers la fin de l'entrevue. Je resterai des heures et des heures avec toi. C'est vraiment intéressant. J'aimerais savoir, est-ce que dans ton parcours, il y a tu sais, on vit des chaos semi-contrôlés. Il y a des choses qui se passent des fois que on sent qu'on est en croissance. Tu accompagné, tu l'as dit, des incubateurs de start-up. Est-ce qu'il y a des choses que tu leur as dit? Ça, c'est pour tous les types de business, c'est la meilleure chose à faire quand vous êtes en croissance puis en chaos semi-contrôlé, comme un de mes clients l'appelle. Ça serait le bon conseil à leur donner à ce moment-là dans leur croissance d'entreprise. Ben, euh, moi, c'est de garder l'œil sur les tableaux de bord. C'est-à-dire que être dans l'innovation constante, être en croissance, ça ne veut pas dire, et je refais encore mon analogie avec le pilotage. Il peut arriver qu'on traverse une zone de turbulence, on traverse des nuages. Il faut savoir lire ces indicateurs. Puis souvent, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on ne se dotait pas des bons indicateurs, notamment au niveau financier. On peut faire toutes sortes de choix. On peut décider de gérer un déficit, mais de reporter des dépenses, au contraire d'accélérer des dépenses malgré un déficit. Il n'y a pas de bons et de mauvais choix, mais je pense qu'il faut savoir garder l'œil sur ces indicateurs, donc se donner des bons tableaux de bord, des personnes qui sont capables de nous informer, puis de prendre souvent le pouls de ces tableaux de bord. En pilotage, les accidents, quand on est dans un, dans un nuage, c'est souvent qu'on ne fait plus confiance à ces instruments de vol et on fait confiance juste à son feeling. Alors, Mm. c'est bon le feeling parce qu'on sait quand on est un entrepreneur, on marche au feeling aussi, il y a quelque chose qui est. Mais il faut être capable de redonner un coup sur ces indicateurs et dire, OK, le geste que j'ai posé, comment il se répercute. Donc, il faut avoir des bons indicateurs, à mon avis,
pour être capable de contrôler cet environnement où on ne contrôle pas. Les indicateurs sont des très bons, des très bons retours d'information. Ouais, puis moi, je suis de cet avis-là, puis je me dis toujours, il y a tout se mesure. Puis il y a des gens qui me disent, ben, comment tu mesures la satisfaction des employés? Ben, je dis par la rétention, par leur productivité, par leur absentéisme. Donc, tu sais, tout se mesure. Puis moi aussi, je suis de cet avis-là. Je viens du monde des médias traditionnels et tout le monde me disait, on ne peut pas mesurer parce qu'on ne sait pas, on n'a pas fait de transaction de vente. Puis maintenant, ben, avec Action Coach, ça m'a quand même permis de prendre certains reculs pour les mesurables. Puis tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Fait que souvent, je dis, prends des plus petites actions, mesure l'impact, fais-en moins, mieux, Exact. puis tu verras si cette action-là a un impact. Puis à ce moment-là, ben, tu prendras la décision de continuer ou pas. Même chose avec la gestion des dépenses. Tu sais, si tu as une adjointe virtuelle qui travaille 35 heures semaine, ben, qu'est-ce qu'elle amène comme impact? Qu'est-ce qu'elle fait sauver comme temps? Qu'est-ce qu'elle amène comme productivité? Il faut les challenger, nos ressources, autant humaines que financières. Fait que souvent, moi aussi, Oui, je suis ouais, puis ce que tu dis, là. c'est très important. Puis c'est peut-être un autre élément, mesurer, mais aussi savoir se replier sur ce qu'on fait le mieux. Il faut savoir aussi des fois dire, OK, est-ce que j'en ai pris trop gros? Puis en fait, moi, ça m'est arrivé avec mon partenaire, Pierre, dans Tribanova. Il y a un moment donné où on avait levé beaucoup d'investissements, on avait été privé dans le capital, puis on avait l'ambition de faire à la fois des produits éducatifs pour les enfants d'âge préscolaire et en même temps de faire un monde virtuel pour les préados. C'était énorme. Puis pour être capable de faire tout ça, on avait l'espoir d'une très grosse valorisation, mais il fallait réinjecter beaucoup d'argent. On perdait avec mon partenaire notre contrôle et on s'est dit, si on perd le contrôle, on perd la compagnie. Alors on a décidé, dans un mouvement que peut-être d'autres n'auraient pas compris, de renoncer à une portion importante de l'activité, de la laisser aller avec les actionnaires, de scinder la compagnie en deux, de nous séparer d'une partie des activités pour se concentrer sur ce qu'on savait mieux faire, qui nous animait plus, qui était les produits éducatifs jeunesse, qui avaient beaucoup moins de potentiel, beaucoup moins cas de faire un multiple de la valeur. Et pourtant, finalement, on a pu mieux maîtriser notre projet, le rendre profitable plus rapidement et puis s'inscrire dans une attente qui était celle d'un grand éditeur. Donc, on ne sait jamais. C'est ça que je dis quand il faut capable aussi de poser des gestes, de voir aussi sur le long terme, parce que c'est sûr qu'on aurait pu se dire, comme disaient nos investisseurs, ben, non, restez, on va remettre 25 millions, puis là, on était complètement débuté, ça faisait plus de sens. On aurait pu dire non, mais nous, c'est ça qu'on veut faire, puis on va aller jusqu'au bout. Puis voilà. Donc, il faut savoir aussi des fois revenir sur des projets qui sont peut-être aussi plus, qui nous parlent plus, puis sur lesquels on est capable aussi d'avoir un meilleur impact. Très bon conseil. Je le retiens aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter l'entrevue dans la communauté que j'ai et sur les réseaux sociaux qui va se retrouver parce qu'on est tous dans ces certaines impasses comme ça dans un moment dans notre entreprise en croissance. Donc, merci pour ces conseils judicieux et surtout merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais te laisser le mot de la fin. J'aimerais que tu nous offres, est-ce que tu as une quote ou une expression, une citation que tu utilises ou que ça peut être de ta grand-mère, ça peut être de quelqu'un qui t'inspire, que tu aimerais nous partager en terminant. Alors, c'est drôle parce que sur le mur à l'arrière de notre bureau où on est toute l'équipe réunie en open space, on a écrit un certain nombre de citations OK? qu'on trouve intéressantes puis sur lesquelles on se réfère quand on a une décision à prendre. Ça peut être choisir, c'est renoncer, ça peut être à l'impossible, nul n'est tenu, ou peu importe. Mais moi, il y en a une que j'aime bien en particulier, puis qui est un petit peu brutale, mais elle a pris encore plus même de pertinence durant la pandémie, c'est de me dire, c'est la citation de Nietzsche qui dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Donc finalement, c'est de se dire que il y a un moment donné, on passe à travers des épreuves, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, puis normalement, si on n'est pas mort, on est un petit peu plus fort à la fin. J'espère en tout cas. Oui, tout à fait. C'est très bien dit. Donc, sur ces mots, je ne veux pas en rajouter parce que je pense que ça peut avoir plusieurs sens pour les gens qui écoutent. Je te remercie infiniment, Guillaume. On va te suivre, bien entendu, et participer aussi à tes activités dans le quartier des spectacles international. Qui sait, on va peut-être participer dans un voyage sur une autre scène C'est culturelle, agréable. puis voir vos réalisations. Donc, bravo aussi de vous impliquer pour notre communauté du Grand Montréal. Puis, merci et bon succès dans tes futurs projets. Merci Catherine, à bientôt. À bientôt!